Bonsoir. Je ne pensais pas qu'un jour on me demanderait de remplacer Hubert Védrine, mais voilà, tout arrive dans la vie. Et ne vous inquiétez pas, je n'ai pas la prétention de tenir sa place, mais je suis ravi d'avoir cette occasion de parler des affaires du monde à un moment où, il faut bien le dire, les sujets de préoccupation, les sujets de tension, les sujets de compréhension s'accumulent, sont de plus en plus complexes. Et ce qu'il y a de bien avec Thierry de Montbrial, c'est qu'on peut parler de tous les sujets, qu'on a une palette assez formidable de problématiques aujourd'hui sur la table, sur lesquelles nous allons essayer d'ouvrir quelques portes, de tracer quelques pistes. Il ne s'agit pas d'être exhaustif, mais je pense que il y a dans la hiérarchie des crises ou des sujets de préoccupation vus de Paris, un certain nombre de thèmes qu'on peut essayer d'aborder dans l'heure qui vient. Alors vous aurez ensuite, au moment des questions, toute liberté d'en amener d'autres. Mais je pense qu'on ne peut pas ne pas commencer par l'Europe pour deux raisons. La première, c'est que puisqu'on se projette vers 2019, c'est une année importante avec les élections européennes, qu'on sort d'une période extrêmement complexe qui a été cette succession d'élections qui ont été des chocs. Il y a quelques mois, à peu près un an, un peu plus d'un an, quand Emmanuel Macron a été élu, il y avait une note de Carnegie qui avait employé cette formule: est-ce qu'on a atteint le pic populisme? Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette formule, qui était une comparaison avec le pic oil, le pic pétrole. Donc, est-ce que le populisme a atteint son apogée, et le coup d'arrêt marqué par la France aurait été le début de la régression de cette vague. On a vu depuis que ce n'est évidemment pas le cas, et en particulier avec deux élections majeures qui se sont produites après l'élection française. L'élection allemande, avec la poussée de l'AfD, qui a singulièrement compliqué la tâche d'Angela Merkel pour former sa coalition, perturbant tout le calendrier qui avait été envisagé avec Emmanuel Macron sur la relance européenne. Et puis l'élection italienne, pays fondateur, qui est aujourd'hui dirigée par une coalition populiste extrême droite, même si les étiquettes sont discutables. Mais en tout cas, qui est passée du côté de ces partis dits anti-système qui étaient, en tout cas en Europe de l'Ouest, jusqu'à présent, plutôt dans une position de défi et non pas de gestion des affaires. Donc, comment voyez-vous cette situation? Est-ce qu'on a trouvé la réponse? Est-ce qu'on a la réponse? Est-ce qu'on aura la réponse d'ici aux élections européennes? On a parlé tout à l'heure de ce vote hier au Parlement européen, qui a été extrêmement important, puisqu'il a montré en gros que le PPE, le Parti populaire européen, avait décidé de lâcher Viktor Orban, avait voté contre lui, en tout cas sur ce moment un peu symbolique. Est-ce que c'est le signe d'un tournant? Bien, merci Pierre. Alors, tout d'abord, je voudrais vous féliciter, parce que je ne sais pas si tout le monde sait que vous venez de succéder à Bernard Guetta dans la chronique de 7h17. 8h, pardon, non, je pensais qu'il se levait tôt. 8h17 sur France Inter. Alors, je vais essayer de répondre à votre question, mais je crois que très souvent, quand on parle de questions internationales, on ne fait pas suffisamment la distinction que les économistes font entre le court terme, le moyen terme et le long terme. Et j'y pensais aussi tout à l'heure, en écoutant les exposés précédents, sur la question, par exemple, de l'impact des sanctions américaines vis-à-vis de l'Iran, etc. Bon, à court terme, dans ce cas précis, les partenaires des États-Unis ont très peu de marge de manœuvre, extrêmement peu de marge de manœuvre, et même, comme il a été dit, la Chine a une marge de manœuvre plus faible qu'on pourrait le croire. Mais ça, c'est le court terme. Il y a le long terme. Et moi, on pourra revenir là-dessus, mais je ne veux pas ne pas aborder la question européenne.
je pense que, quoi qu'il advienne de la suite de la présidence Trump, ce qui s'est passé aura des conséquences considérables sur le long terme. Ça veut dire que toutes les puissances dignes de ce nom, à commencer par la Chine, va tout faire pour qu'il ne soit plus possible qu'un seul pays, à savoir les États-Unis, puisse obliger les adversaires, mais aussi les alliés, à se mettre à genoux face à des politiques qu'ils désapprouvent. Bon, c'est quelque chose d'absolument sans précédent. Et ce qui est sans précédent aussi, mais vous allez voir que ce n'est pas différent du sujet européen dans lequel j'arrive. Ce qui est sans précédent, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'arme économique devient sérieuse. Il n'y a pas si longtemps encore, quand on parlait des sanctions, la plupart des sanctions étaient inefficaces. C'est un sujet qui a été extrêmement travaillé. Rappelez-vous l'Afrique du Sud, l'apartheid, etc., etc. Aujourd'hui, les sanctions deviennent efficaces à cause de la technologie. Mais les Américains ont commis, à mon avis, une erreur majeure. Je pense que c'est une erreur stratégique qui leur donne sans doute des bénéfices à court terme, mais à long terme, ça se retournera contre eux, qui est d'utiliser la puissance économique comme arme. La weaponization, comme on dirait en anglais, de l'économie. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Alors, l'Europe, dans la vision, je crois que ce qui manque aux Européens, et plus généralement aux démocraties dites libérales, on sera peut-être amené à en parler, ce qui manque, c'est la profondeur temporelle, c'est la profondeur historique dans le sens du passé et la profondeur prospective dans le sens de l'avenir, ce qui est évidemment diamétralement opposé à la vision chinoise qui, elle, part d'une véritable vision sur le long terme et qui la décline comme un rouleau compresseur, si vous voulez. Bon. Et or, quelle est la matrice dans laquelle les Européens, en général, devraient inscrire leur action? Quelle est la vision? C'est clairement cette compétition, cette concurrence entre les États-Unis et la Chine. Alors, Alice Ekman, tout d'ailleurs, elle parle de 2050. Moi, je préfère parler de 2049, tout simplement parce que ce sera le 100e anniversaire de la Révolution, ou de la libération, quel que soit enfin en tout cas de l'avènement de Mao, et qu'il est clair que l'objectif, c'est d'être la première puissance mondiale en 2049, ce que beaucoup d'observateurs disent depuis longtemps, mais maintenant c'est quasiment dit ouvertement. Oui. Bon, ça pourrait, remarquez, ne pas se passer comme ça, parce qu'il pourrait y avoir des accidents en cours de route, mais passons, on ne peut pas se lancer dans toutes les hypothèses. Les Européens doivent inscrire, s'ils étaient capables de stratégie, ils devraient inscrire leur action dans cette vision-là. Et ça, c'est 30 ans, mesdames, messieurs. 30 ans, c'est sans doute beaucoup pour certains d'entre nous, mais ça n'est rien à l'échelle historique. Donc c'est demain. Et le dilemme est très simple. Ou bien les Européens sont capables de poursuivre, quitte à adapter à la construction européenne. Il ne s'agit pas d'inscrire la construction européenne dans une vision idéologique unique. On peut discuter des modalités. Ou bien ils réussissent à ce que l'espace européen devienne une unité politique d'un genre nouveau, que je me garderai bien de nommer fédération, confédération, je ne veux pas lancer dans ces terminologies, ou bien on réussit à construire quelque chose digne de ce nom. Et je pense que le monde entier en sera satisfait. Moi, je voyage en permanence dans le monde entier et je constate qu'il y a une attente d'Europe parce que ce n'est pas la troisième voie. C'est pour ne pas rester, pour que les pays du monde ne se trouvent pas condamnés à subir cette confrontation, concurrence entre les États-Unis et la Chine. Et comme nous le disions tout à l'heure en aparté, le subir, soit que les choses tournent bien, soit que les choses tournent mal. Dans les deux hypothèses, on subit. Voilà. Donc, la réussite de la construction européenne, c'est un enjeu capital pour les Européens eux-mêmes, il va sans dire, mais aussi
pour le reste du monde. Voilà la vision qu'il faudrait avoir pour construire une véritable stratégie. Et ceci concerne absolument tout le monde. Et ce que je ne désespère pas, d'ailleurs, que l'on réussisse à faire quelques progrès. Mais permettez-moi encore, avant qu'on rebondisse un peu sur tout ça, que je pense que nous avons commis d'abord une erreur majeure qui est le défaut de vision. Je crois que les États-Unis ont commis des erreurs, comme je viens de le dire, qui sont considérables sur le plan stratégique. Mais je persiste à penser que nous avons commis des erreurs majeures avec la Russie, que nous sommes en train de pousser vers la Chine, ça a été dit. Mais bon, il y a beaucoup, je sais qu'il y a 36 points de vue qui divergent, mais je crois qu'à long terme, les intérêts de la Russie et de l'Europe occidentale devraient être convergents. Là, on est en train de faire l'inverse. Et quant à l'Iran, même si la Chine, pour l'instant, est prudente vis-à-vis de l'Iran, comme il a été dit tout à l'heure, il est évident qu'il y a un rapprochement stratégique et que, d'ailleurs, l'Iran, il n'y a pas si longtemps, je vous le rappelle, était considéré comme un pays d'Asie. D'ailleurs, il y a une terminologie, beaucoup de gens parlent de l'Asie de l'Ouest et non pas du Moyen-Orient, n'est-ce pas? L'idée de mettre l'Iran dans le Moyen-Orient, c'est une notion tout à fait récente. Voilà, donc je m'arrête là, mais voilà au moins la vision, si vous voulez, dans laquelle je crois qu'il faut inscrire toute réflexion sur l'avenir de l'Europe. Alors, si on reste un petit moment sur l'Europe, le président de la République, dans son discours aux ambassadeurs, a parlé d'un objectif d'autonomie stratégique de l'Europe. Est-ce que cet objectif vous semble réaliste dans l'état actuel de l'Europe? Et est-ce qu'il n'y a pas une course de vitesse entre, d'un côté, cette vision de construction et puis celle aujourd'hui des forces qui sont plutôt, qui ont le vent en poupe, qui est plutôt celui du repli et de la désunion? Je crois qu'il y a plusieurs choses. Une remarque d'ordre général, c'est que, comme là aussi on le disait tout à l'heure à propos de la Chine se donne les moyens, Alice l'a bien dit, de grandes stratégies. Les moyens augmentent, les ambitions augmentent, mais les moyens sont adaptés aux ambitions. Je constate que trop souvent, nos moyens vont en sens inverse des ambitions, de fonction décroissante des ambitions. Ça, c'est la remarque d'ordre général, mais qui mériterait une réflexion, je crois, approfondie. Alors, je sais bien que nous sommes plus intelligents que les autres, etc., mais plus intelligents certainement que les Chinois et le reste du monde, mais ça ne suffit pas à compenser le défaut de moyens. Alors, sur cette remarque, sur l'observation que vous faites, d'abord, je crois qu'il faut revenir là aussi à 1989-91. La chute du système communiste s'est produite d'une manière totalement inattendue et on s'est trouvé devant le dilemme soit d'élargir rapidement l'Union européenne, soit de ne pas le faire. Mais bon, on savait bien que si on choisissait, les deux options avaient des inconvénients qui n'étaient pas forcément exactement les mêmes, mais il n'y avait que le choix entre deux mauvaises options. Celle qui a été prise était probablement la moins mauvaise, mais elle a considérablement affaibli l'Union européenne et on ne s'en est toujours pas remis. Et vous imaginez d'ailleurs que ces phénomènes qu'on appelle populistes en Europe de l'Est, vous imaginez bien que s'il n'y avait pas eu l'élargissement de l'Union européenne, ça aurait probablement été beaucoup plus rapide dans des sens extrêmes. Alors, cela dit, je crois qu'il faut regarder tout ça avec une certaine modération. Par exemple, la Hongrie, vous l'avez rappelé, se trouve hier... et pour la première fois, effectivement, par le Parlement européen, revendique l'application du fameux article 7. Bon. Mais moi, je fais par exemple une différence entre la Hongrie et la Pologne, parce que sur le plan des institutions, je ne parle pas forcément sur le plan des pratiques, ce qui est une autre histoire, mais sur le plan des institutions, je ne crois pas qu'on puisse dire que la Hongrie n'est pas démocratique. Mais ce n'est pas, même au niveau institutionnel, une démocratie libérale. J'ai organisé, il n'y a pas très longtemps, un dîner-débat à l'IFRI
avec le ministre de la Justice hongrois, qui est ancien ambassadeur d'ailleurs à Paris, M. Troxiani. Et j'avais invité une belle palette de professeurs d'éminence de droit constitutionnel français, et ils sont tous arrivés unanimement à cette conclusion. Mais ce n'est pas une démocratie libérale, parce que la constitution hongroise commence par faire appel à Dieu, et d'une certaine manière, mais le groupe accorde au groupe une place, une certaine suprématie par rapport à l'individu. Ce qui n'est pas libéral, mais ce n'est pas antidémocratique. On ne peut pas dire que ce ne soit pas démocratique. Alors, le point, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce que je veux simplement dire, c'est que quand on a un assemblage aussi large que ce qu'est devenu l'Union européenne, ne prétendons pas forcément que tous doivent être dans le même moule constitutionnel. La démocratie, c'est fondamentalement deux choses. C'est la séparation des pouvoirs, et c'est ça que la Pologne met réellement en question. C'est beaucoup moins clair en ce qui concerne la Hongrie. C'est la séparation des pouvoirs, et c'est les élections régulières, sincères, qui permettent aussi de changer régulièrement les équipes au pouvoir. Mais à partir de là, il peut y avoir toute une palette. Alors, en ce qui concerne les populismes liés au phénomène migratoire, moi je dis, personnellement, je ne prends pas de position idéologique sur les phénomènes migratoires, les réfugiés, les immigrants, etc. Ce que je dis simplement, c'est que nous n'avons pas de politique de stratégie. À partir du moment où il n'y a pas de stratégie, où il n'y a jamais eu de stratégie claire et nette sur les migrations, sur l'immigration et sur la conduite à tenir face aux réfugiés, il ne peut y avoir que des divergences, et on ne peut que favoriser les phénomènes populistes. Et je crois que la question n'est pas de ce point de vue-là. De ce point de vue-là, c'est pas une question d'ordre moral, c'est une question politique. Bon, on peut faire beaucoup de choses quand on se prépare. Voilà. Et je pense qu'en effet, dans l'état d'impréparation dans lequel l'Union européenne s'est trouvée, je crois que Schengen a été extrêmement mal conçu d'ailleurs et mis en œuvre. Évidemment, il y a aussi toutes les questions de politique du Moyen-Orient, etc. Dans cette situation globale, nous sommes effectivement pour l'instant extrêmement mal, mais ça, c'est une question politique qui est la conséquence de l'impréparation au phénomène que nous connaissons depuis quelques années. Mais est-ce que vous pensez que le projet qu'a articulé Emmanuel Macron, à la fois dans son discours de la Sorbonne, puis de nouveau sous des formes un peu différentes dans son discours aux ambassadeurs, est-ce qu'il est aujourd'hui une base suffisante pour, en tout cas, fédérer un nombre suffisant de pays pour s'opposer à ce contre-projet, ou est-ce qu'on est dans une sorte de glissement inexorable aujourd'hui vers un affaiblissement continu de ce bloc européen? Je ne crois pas qu'il y ait jamais dans l'histoire de phénomènes inexorables, sauf quand ça devient vraiment inexorable. Mais je veux dire que là, je crois pas, sans mauvaise plaisanterie, je crois qu'on n'en est pas encore à ce stade. Le problème, c'est que c'est un discours, le discours d'Emmanuel Macron que j'aime bien personnellement sur le sujet, mais je crois qu'il n'est pas entendu. Si vous voulez, la France n'a pas les moyens. Je reviens à cette question de moyens. Je crois quand même de temps en temps qu'il faut le rappeler. Et puis, pour les raisons que nous connaissons tous, il n'y a pas un degré d'écoute suffisant, et particulièrement chez nos voisins allemands. Et je crois que vous l'avez dit d'ailleurs, j'allais dire tragédie, c'est peut-être un mot un peu exagéré, mais le fait que les élections allemandes, en raison d'ailleurs de ce qu'on évoquait avant, aient tourné de cette façon, fait que Mme Merkel est extraordinairement prudente. C'est d'ailleurs Angela Merkel, de mon point de vue, est tout sauf une stratège, elle est tout sauf une visionnaire.
C'est une personnalité assez remarquable, n'est-ce pas, qui a un sens politique de terrain assez extraordinaire, mais c'est beaucoup plus une tacticienne qu'une stratège. Et elle a une capacité tout à fait remarquable de retourner sa veste sur les sujets les plus divers. Elle l'a montré d'ailleurs, elle est sans état d'âme, n'est-ce pas, quand elle a décidé d'arrêter le nucléaire. Ça a été une décision qui a été prise comme ça, sans aucun état d'âme. Et donc, elle regarde la situation politique et elle s'adapte en conséquence. Donc, je crois que pour le moment, Emmanuel Macron est un petit peu seul. Et personnellement, je n'aime pas beaucoup cette idée qu'il y a une sorte de guerre entre justement les démocraties libérales qui incarnent le bien et les démocraties libérales qui incarnent le mal, parce que comme pour l'instant ces démocraties dites libérales ont un peu le vent en poupe pour des raisons simplement des phénomènes populistes assez généraux dont on parlait, ce genre de bipolarisation est, je crois, un petit peu dangereux. Voilà, mais je crois que la grande difficulté, c'est vrai que qu'on le veuille ou non, la construction européenne ne peut pas progresser aisément s'il n'y a pas un accord, une entente franco-allemande solide. Pour l'instant, ce socle franco-allemand fait défaut. Mais je ne crois pas qu'on ait encore atteint un stade, si vous voulez, d'irréversibilité. Si on veut être optimiste un peu, regardez le nombre de catastrophes qu'on a quand même évitées. Et le Brexit, par exemple, moi, ce qui m'a le plus frappé dans le Brexit, il y a deux choses qui m'ont frappé dans le Brexit. La première, c'est l'absurdité de la notion de référendum pour des questions surtout d'ailleurs un pays qui n'a pas la tradition du référendum. Mais enfin, ça, ce n'est pas en faveur de la démocratie, si on en parle, la démocratie libérale. Une décision de ce genre prise comme ça, c'est l'aberration totale. Mais ce qui m'a frappé presque plus, c'est que dès le lendemain, au sens propre, les pays comme les Pays-Bas qui commençaient à flirter avec l'idée de quitter se sont calmés. Et qu'aujourd'hui, tout le monde critique l'Union européenne, mais personne ne veut plus en sortir, ne veut même pas sortir de l'euro. Oui. Si on tient compte effectivement de cette absence de voix européenne dans le fonctionnement du monde aujourd'hui, est-ce que, élargissons le spectre et arrivons à ce duo sino-américain qui est aujourd'hui le jeu numéro 1 dans le monde et qui va sans doute dominer l'année qui vient avec cette guerre commerciale démarrée par Donald Trump, cette rivalité technologique dont vous parliez tout à l'heure, qui est sans doute la chose la plus importante d'ailleurs dans cette rivalité entre les deux pays. Le risque militaire qui est toujours possible en mer de Chine du Sud ou ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez de cette thèse qui a été remise un peu au goût du jour, qui est le piège de Thucydide? C'est un auteur américain qui a consacré... C'est Graham Allison, oui. Oui, qui a donc consacré un livre à cette idée ancienne selon laquelle lorsqu'une puissance émergente défie une puissance dominante, la guerre est inévitable. Alors, sur cette question, d'abord, mon chinois est limité, et même très limité, pour tout vous dire, et même très, très limité. Mais j'ai quand même certaines intuitions. J'ai fait mon premier voyage en Chine à l'époque de la révolution culturelle. C'était le début de la chute de la bande des quatre. J'étais en 1976, début 1976. Et je n'ai jamais cessé d'y aller régulièrement. Bon, d'abord, je crois que la qualité fondamentale de la Chine, on en revient toujours au même point, c'est de raisonner stratégiquement et sur le très long terme et d'absorber, on arrive à des banalités, Sun Tzu, etc., compte au jeu de Go, c'est formidable le jeu de Go, c'est-à-dire d'arriver à neutraliser, paralyser complètement l'adversaire. Mon dernier voyage à Hong Kong, par exemple, était au mois de janvier de cette année.
Et j'ai été extrêmement frappé de voir que tous mes amis de Hong Kong, y compris certains tycoons hongkongais, considèrent que l'absorption est faite, c'est fini, c'est fini. Vous n'avez plus il n'y a plus rien de ils font obédience à Pékin. C'est réalisé. Les journaux, quand vous pensez le China, South China Morning Post a été acheté par Alibaba, c'est tout à fait caractéristique. Donc, Hong Kong, c'est fait, de facto. Taïwan, je n'ai aucune espèce de doute qu'ils ne lâcheront rien sur Taïwan. Mais ils grignotent mois après mois, année après année. Vous avez encore deux pays africains. Je crois que le dernier, c'est le Burkina Faso. D'ailleurs, les Taïwanais sont assez meurtris parce qu'ils ont beaucoup investi dans le Burkina Faso, etc. Bon, mais tout ça, ça se fait graduellement, méthodiquement, et donc... avec d'ailleurs l'objectif de 2049. Et l'objectif 2049, et tout ce qui a été également très bien décrit tout à l'heure par Alice, qui est un changement... progressive des normes, c'est-à-dire de nouvelles règles de la gouvernance, qui fait que progressivement, l'effet de domination se fera à beau jour. On se réveillera en constatant que c'est fait. Voilà, ça c'est une hypothèse, mais il peut y avoir un accident sur la route. S'il y a un cas où je pense qu'il pourrait y avoir effectivement une confrontation militaire, c'est sur Taïwan. Ça, je pense que là, naturellement, on peut toujours se tromper, hein, mais je pense que je ne vois pas les Chinois, s'il y avait véritablement une situation où il soit inévitable de prendre une position forte, ils feront tout pour éviter d'avoir... astrologiquement, ils sont... les poissons, hein, si j'ose dire, c'est-à-dire on cherche à éviter comme moi, mais taureau, ascendant taureau, hein. Je parle de moi, là, pas de la Chine en général. Le taureau, enfin bon, je ne poursuis pas l'analyse stratégique, mais je crois qu'il pourrait y avoir, et je vais aller un cran plus loin, la Chine, ce qui est quand même frappant, c'est effectivement cette volonté extraordinaire d'acquérir tous les éléments de la puissance classique, n'est-ce pas ? Une des plus grandes bêtises, je crois, d'un certain nombre de gens, c'est d'avoir parlé de la fin de la puissance classique, le soft power, l'emporter sur le hard power, etc. Je crois que nous sommes vraiment dans le hard power. La Chine veut avoir tous les éléments du hard power, et y compris naturellement la conquête spatiale, etc. etc. Et tout ça va se dérouler, mais encore une fois, il peut y avoir des accidents. Alors, il y a le piège de Thucydide dont parle Graham Allison, mais un autre grand commentateur, enfin analyste américain, Joseph Nye, lui, préfère parler du piège de Kindleberger. Alors, Kindleberger est moins connu que Thucydide, et il a vécu plus récemment, et c'était un excellent économiste, spécialiste de l'économie internationale, qui a consacré une grande partie de ses travaux à l'analyse de la Grande Dépression. Et le vrai problème, moi je suis plutôt du côté Joseph Nye que du côté Allison, c'est la dégradation de la gouvernance mondiale, et particulièrement sur le plan économique. Parce que la dégradation de la gouvernance sur le plan économique conduit à des crises économiques, peut conduire à des crises économiques majeures qui, elles, peuvent agir comme un catalyseur sur les crises proprement géopolitiques. Et c'est pour ça que j'ai commencé notre entretien en exprimant agacement est une litote, mon indignation, pour tout dire, vis-à-vis des États-Unis, si vous voulez. Je crois que, encore une fois, même si leur ont dit Trump, finalement, il obtient gain de cause, il a réussi à faire plier les Mexicains, il va peut-être réussir à faire plier les Canadiens, il va faire plier peut-être à court terme les Chinois, etc. Mais qui ne voit que même si le système des institutions qui ont été mises en place après la Seconde Guerre mondiale n'est pas mis à bas formellement, qui ne voit les dégâts considérables de long terme et qui peuvent déraper, encore une fois. Mais quelle est la part
de ce qui est propre à Trump et de ce qui est plus structurel dans l'évolution des États-Unis? Alors, je crois que vous avez absolument raison. C'est pour ça que moi personnellement, je distingue entre Trump et Trumpisme. Mais, enfin, ce que j'appelle Trump, c'est Trump. Bon, ce que j'appelle Trumpisme, ce qui n'est pas forcément ce que d'autres appellent Trumpisme, c'est en effet cette évolution des États-Unis, qui a commencé avant Trump d'ailleurs, sur on va dire, une conception beaucoup plus étroite de l'intérêt national. Nous avons à l'IFRI fait un travail important sur l'intérêt national l'an dernier, mais tout le monde parle de l'intérêt national. Bon, simplement, l'intérêt national, il peut être plus ou moins large ou plus ou moins étroit. Et je crois que la tendance américaine, au-delà de Trump, c'est en effet une tendance plus resserrée, plus étroite de l'intérêt national. Alors, Trump y ajoute la vulgarité, son style inimitable, etc. Mais je crois que cette tendance-là, elle est lourde, ce qui ne fait que renforcer ce que nous disions au sujet de l'Europe. C'est ce qui est exaspérant, triste, aujourd'hui, c'est que les chefs d'État et de gouvernement de l'Europe aient une vision aussi étroite. Alors Macron, il a au moins l'avantage d'essayer de dégager une vision. Mais cette vision et la mise en œuvre, et le début de mise en œuvre de cette vision est d'autant plus important que les États-Unis évoluent de la sorte. Alors, un petit codicile sur ce sujet-là. Moi, je suis de ceux qui pensent que les alliances ne survivent jamais aux causes qui les ont fait naître. J'ai personnellement, il suffit de se reporter à mes perspectives de Ramsès depuis 37 ans, en l'occurrence depuis 1989, 90, 91, j'ai toujours pensé que l'Alliance Atlantique ne pourrait pas survivre, sauf si elle se transformait dans une sorte d'organisation, alors un peu transatlantique, puisque l'OTAN, ce qu'on ne sait peut-être pas suffisamment, c'est que c'est la seule organisation qui relie les États-Unis et l'Union européenne. Mais je pense que, vous voyez, regardez l'article 5, que tout le monde considère quand même comme le pilier de l'Alliance Atlantique, qui n'a jamais été appliqué comme chacun sait, mais qui peut imaginer un seul instant... Pardon ? Il a été appliqué par, oui, les Européens au soir, mais sur les Américains l'ont méprisé. Les Américains l'ont écarté avec mépris. Bon. Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que tu as raison, mais on ne peut pas dire... je ne crois pas qu'en même temps qu'on puisse le dire vraiment. Alors, je crois qu'il faut quand même regarder les choses en face. Et donc, les Européens doivent être... Il faut rester, moi je crois, garder l'Alliance Atlantique, mais la garder, mais en sachant qu'elle a des avantages militaires, en particulier très, très importants pour la coopération militaire, pour l'efficacité de cette coopération. C'est important, mais sur le plan politique, je pense qu'elle est très mal en point, même s'il faut la garder. Il y a un nom qui, bizarrement, n'a pas été prononcé ni dans la séance précédente, ni dans notre conversation, c'est celui de Vladimir Poutine, qui pourtant plane souvent très, très bas au-dessus des affaires du monde dans les médias, mais qui n'est pas apparu dans notre conversation, et ce que je trouve assez surprenant finalement. Alors vous avez fait allusion tout à l'heure aux erreurs qui ont pu être commises dans la relation avec la Russie, dans l'immédiate après-guerre froide. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, peut nous aider à remettre cette relation sur les rails? Parce qu'on voit bien qu'on est enfermé dans un engrenage de sanctions, de méfiance, d'hostilité, d'alliances différentes, puisque Poutine... par la force des choses, plus que par choix sans doute, s'est tourné vers la Chine de manière assez conséquente. Il faisait des crêpes hier, ou des blinis hier avec Xi Jinping à Vladivostok. D'après les photos, ça avait l'air bon. Ça avait l'air très bon. Ouais. Comment changer ce paradigme? Parce que Emmanuel Macron, je me réfère encore à ce discours devant les ambassadeurs, a proposé une architecture stratégique dans laquelle on inclurait la Russie, etc. Ce qui ne semble pas très réaliste aujourd'hui dans le climat actuel, mais qui est peut-être une piste, en tout cas, d'ouverture.
Alors, si vous voulez, en deux mots sur ce sujet, d'abord, je rappelle qu'il y a 10 ans, les Russes, c'était même la première édition d'ailleurs de la World Policy Conference, ont proposé de revoir les accords, d'ajuster les accords d'Helsinki aux nouvelles réalités géopolitiques du moment. Ça a été rejeté. Il n'a même pas voulu discuter de ces sujets. Bon. Je crois, sous l'autorité de Thomas Gomer, que les Russes ont également proposé assez tôt qu'on discute des questions qu'on appelle aujourd'hui cybersécurité, des questions numériques, etc. Il n'y a pas eu non plus de répondants. Donc on n'a pas, au nom pour des raisons idéologiques, prêté suffisamment d'intérêt à ce que eux, à tort ou à raison, c'est pas le problème, considéraient comme leurs intérêts fondamentaux. Parce que chaque pays, la manière dont chaque pays considère ses intérêts, bon, les pays extérieurs peuvent considérer que c'est bien ou que c'est pas bien, mais il n'empêche que c'est comme ça qu'ils les considèrent. Bon, le point de départ du réalisme, c'est d'essayer de comprendre comment les autres voient leurs problèmes. S'il y a des gens en face de vous qui sont prêts à se faire tuer pour des causes qu'on considère comme stupides, ben ça n'empêche pas qu'ils sont prêts à se faire tuer pour ça. Donc il faut en tenir compte. Voilà. Alors je pense qu'au fil du temps, il y a eu une telle dégradation des relations que pour le moment, c'est extrêmement difficile de le corriger. Et là aussi, pour avoir, surtout dans les années 90, enfin déjà dans l'ancien temps, mais dans les années 90, il y a eu quelques années absolument extraordinaires. On était envoyé tout le monde en Russie, toutes les portes étaient ouvertes. Il y a eu un moment absolument incroyable que j'ai eu la chance de connaître un tout petit peu. Maintenant, tout est au contraire refermé, bloqué, et je crois que Poutine nous méprise. Il méprise les pays occidentaux, il méprise les dirigeants des pays occidentaux. Il a été intrigué quand même par Emmanuel Macron, parce que c'était... et puis il a certainement été impressionné par sa première visite à Versailles, etc. Mais je crois quand même que grosso modo, la période pour le moment, c'était extrêmement difficile de sortir de la tendance. Mais si vous voulez, moi je crois que comme on ne peut pas tout faire à la fois, il faut reprendre la scène actuelle telle qu'elle existe et sur cette scène actuelle, la priorité, et je dirais même pour les pays du Sud, pour le Sud au sens large, pour l'Afrique, pour le Moyen-Orient, il faut que la construction européenne reparte, parce que rien ne peut marcher si on ne reprend pas si on ne redémarre pas cette construction européenne. Et donc, pour la question russe, je crois qu'il faut essayer de limiter, on va dire, les dégâts. Mais je ne dirais pas que c'est devenu une question secondaire. Mais ce n'est pas la question principale à l'heure actuelle. La question principale, c'est, sur le plan défensif, d'arrêter la dégradation de l'Europe, et sur le plan offensif, de repartir du pied droit. Mais juste une dernière question, après on passe aux questions de la salle, mais je voudrais juste rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que vous parliez tout à l'heure de ces alliances qui ne survivent pas à la disparition de leur objet. On a construit un petit peu avec la Russie une sorte de nouvelle menace qui justifierait le maintien d'un état de vigilance de l'OTAN. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est ce qui peut permettre de sauver l'OTAN, ou est-ce que c'est une véritable réalité stratégique aujourd'hui? Écoutez, ce que je vous dirais simplement, c'est que je comprends, si j'étais ukrainien, si j'étais lituanien, etc., je comprends très bien que des peuples qui ont souffert de la férule russe, qu'en étant sortis, ils se méfient et qu'ils cherchent à se prémunir contre une nouvelle menace. Bon. Donc ça, et c'est très compréhensible, je le comprends, et c'est très respectable. Bon.
Ce que je ne comprends pas, enfin je le comprends, je dis que je ne le comprends pas, mais je le comprends, c'est que les Polonais, les lobbies polonais et autres aient réussi à faire prévaloir la vision d'une Russie qui serait devenue plus forte que ne l'était l'Union soviétique à son point maximum. Enfin, ça me paraît totalement aberrant, si vous voulez. Donc il faudrait essayer de retrouver un certain sens de la mesure. Et si on fait le panorama des menaces qui existent dans le monde, ça ne me paraît pas être la menace russe ne me paraît pas être la plus importante par rapport aux grands de perspectives que nous évoquions tout à l'heure. Là aussi, c'est une question de hiérarchie, si vous voulez.